ça qui est intéressant, c'est de voir que même donc quelqu'un là comme Mahmoud Abbas veut attaquer donc le Hamas sur un sujet qui concerne aussi la population israélienne qui critique Netanyahou. C'est-à-dire, c'est la question des otages. Et c'est vrai que là on pourrait se poser la question, c'est comment peut avancer cette affaire des otages, sachant qu'elle est en train de développer énormément de frustration au sein de la population israélienne, parce que Netanyahou n'a pas respecté ses promesses, on se demande pourquoi. Et là, on a la population palestinienne, semble-t-il, si on suit les propos de Mahmoud Abbas, qui pourrait être de plus en plus frustrée de voir les opérations continuer parce qu'il y aurait un refus de négociation et d'échange d'otages. En fait, le refus de négociation, il vient de la partie israélienne. Je rappelle que ce sont les Israéliens qui ont violé le cessez-le-feu. Je rappelle que ce sont les Israéliens qui ont saboté les négociations entre l'administration Trump et le Hamas en les rendant publics. Ils les ont rendus publics pour les saboter. Je l'ai rapporté il y a quelques semaines en me basant sur comment dire, un témoignage d'un membre du gouvernement israélien au Times of Israel. Donc c'est eux-mêmes qui disent nous avons saboté les négociations en révélant les négociations entre Trump et le Hamas parce que nous voulions y mettre un terme. Voilà. Donc et ensuite après les avoir sabotés, ils ont repris le cessez-le-feu et le blocus. Donc ce sont les Israéliens qui ne veulent pas arriver au bout du cessez-le-feu. En fait, il y avait un programme clair, c'est le cessez-le-feu en 3 phases. La première phase est passée et ils négociaient pour la deuxième phase, puis la troisième phase. Et en fait, le Hamas avait commencé à libérer des otages. Donc on libère des otages, vous vous retirez. Enfin, je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne, les négociations. Donc, de toute façon, ils auraient obtenu la libération de tous les otages au terme des 3 phases de négociation. Et ce sont les Israéliens qui ont mis un terme. Les Israéliens, le gouvernement israélien, ne veut pas la libération des otages. Pourquoi? Parce qu'il veut garder ce prétexte pour exécuter son projet. Quel est le projet? C'est dit ouvertement par les ministres israéliens, notamment Smotrich et Ben Gvir, c'est de vider Gaza de sa population et l'occuper entièrement. Voilà. Donc, pour le faire, il leur faut un prétexte. Et ils ne peuvent pas le faire si il y a des négociations avec le Hamas, la libération des otages et un cessez-le-feu et la fin de la guerre. Ils ne peuvent pas. Voilà. Donc, ils ont besoin de maintenir cette situation avec les otages du côté du Hamas. C'est simple, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Encore une fois, on peut reprocher beaucoup de choses au Hamas, mais je rappelle aux gens qui nous écoutent qu'il n'y a pas le Hamas en Cisjordanie. En Cisjordanie, on est passé de 115 000 colons en 1993 à plus de 750 000 colons aujourd'hui, avec une intensification de la colonisation ces 10 dernières années. Les exécutions sommaires. Donc, imaginez simplement, je ne sais pas si vous avez une maison, un pavillon, on défonce votre porte, on vous sort de chez vous. Si on est gentil, on vous tue pas, mais dans un certain nombre de cas, on vous tue. Et puis, on s'installe dans votre maison, votre jardin. Puis, on prend votre potager si vous en avez un, etc. C'est ça que vivent les Palestiniens de Cisjordanie tous les jours. Et il n'y a pas de Hamas en Cisjordanie. Il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qui gère la Cisjordanie en partie? C'est l'autorité palestinienne. Donc, en fait, qu'est-ce que se disent les Palestiniens? Ils se disent, mais si on n'a pas de réponse armée, en fait, on se fait tirer dessus comme des lapins et on nous prend nos territoires. Et en fait, il faut bien voir la situation telle qu'elle est. Vous avez Gaza avec des forces armées, vous avez la Cisjordanie sans forces armées. Eh bien, en Cisjordanie, la colonisation s'intensifie comme jamais, depuis une dizaine d'années. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pas d'organisation militaire, pas de défense armée, colonisation. Défense armée, bon, là, vous vous faites annihiler, effectivement, à Gaza, mais la colonisation est rendue plus difficile. C'est du factuel.
C'est du factuel. Encore une fois, il n'y a pas de Hamas en Cisjordanie. Pourquoi est-ce qu'en Cisjordanie, il y a une colonisation intense et des exécutions sommaires de civils palestiniens? Voilà. C'est une question importante à rappeler et si je pose ces questions-là aussi, c'est, il y a quand même des phénomènes curieux sur, les alliés, pardon, que ce soit d'Israël ou, du territoire, de Palestine occupé malheureusement. C'est qu'on a Emmanuel Macron qui a fait quand même plusieurs déclarations récemment assez étranges. Moi, j'ai personnellement du mal à comprendre la position extrêmement pro-palestinienne de Macron, surtout qu'il a réitéré récemment des commentaires lorsqu'il est allé en Égypte, en expliquant que donc Israël était responsable de crimes qui avaient la nécessité de respecter le droit international. Donc il faut respecter le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. On apprend que Benjamin Netanyahu a pu violer l'espace aérien pour se rendre à Washington en passant par la France, aucun problème. Donc je sais qu'on n'est pas à une contradiction près avec Macron, mais par contre, on a aussi donc là la France avec l'Allemagne et l'Angleterre, si je ne me trompe pas, qui ont vraiment demandé et condamné sévèrement Israël. Et, ils veulent imposer à Israël le fait de réouvrir le couloir humanitaire. Et donc, on a quand même une dimension de plus en plus pro-palestinienne, très critique de la politique sioniste. Est-ce qu'il y a une part d'honnêteté dedans, même si on parle d'Emmanuel Macron? Non, je pense qu'il y a plusieurs choses. Emmanuel Macron sent quand même le vent tourner. Je veux dire, Netanyahou n'est pas éternel et il pourrait bien connaître une chute politique. Le problème, c'est que les États occidentaux sont les soutiens inconditionnels d'Israël dans ce massacre depuis le début. Je rappelle qu'en octobre 2023, Emmanuel Macron proposait à Netanyahou de mettre en place une coalition internationale pour attaquer Gaza, attaquer le Hamas, mais en fait attaquer Gaza, alors que les Israéliens étaient en train déjà de massacrer les Gazaouis en masse. Le problème, c'est que depuis la Cour internationale de justice qui est passée par là, la Cour pénale internationale qui est passée par là, un discrédit de Netanyahou en Israël même, le génocide est reconnu par les juristes internationaux et par l'ONU. Donc, apparaître comme un président de la République qui a soutenu un génocide, ça peut avoir des conséquences à terme. On peut très bien imaginer un jour un tribunal qui jugera, c'est possible, hein. Je ne dis pas que ça va arriver, on peut très bien imaginer un jour un tribunal qui jugera les génocidaires et leurs complices. Là, c'est pas une question de droit international, hein. En fait, c'est une question de rapport de force international. Si un jour il y a un basculement complet du rapport de force qui a déjà commencé, les États qui seront du côté du Manche pourraient décider de juger, de mettre en place un tribunal international pour juger, pourquoi pas, certains crimes. Donc là, ça sent quand même mauvais pour un certain nombre de dirigeants. Donc il y a cet aspect-là. Il y a un autre aspect, c'est que Macron dit ça durant son voyage en Égypte, et je pense que c'est pas un hasard. C'est aussi parce que les pétromonarchies, notamment l'Arabie Saoudite, refusent le plan de nettoyage ethnique israélien de Gaza et proposent d'injecter 50 milliards de dollars à Gaza pour reconstruire Gaza. Et je pense que l'annonce d'un sommet sur la Palestine en juin avec l'Arabie Saoudite par Emmanuel Macron est liée à cela. Je pense qu'il y a eu des discussions avec les Saoudiens et les Français sur le cas gazaoui. C'est d'ailleurs pour ça que Macron, lorsqu'il était en Égypte et quand il revenait d'Égypte dans l'avion, disait oui, en discutant avec un enfant palestinien hospitalisé en Égypte, il me disait la première chose que je veux faire en sortant de l'hôpital, c'est retourner chez moi, en disant voilà, les Gazaouis sont attachés à leur terre, ils veulent y rester, etc.
En fait, c'est le discours que tiennent les pétromonarchies qui eux, ont l'argent pour reconstruire Gaza. Voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi cela. Il y a aussi cela, peut-être une implication demain, ou la proposition qui a été faite en coulisses, comment dire, d'impliquer la France dans la reconstruction de Gaza. Et vous voyez, les Saoudiens mettent l'argent, et des entreprises occidentales, notamment peut-être françaises, eh bien, capteraient une partie de cet argent pour participer à la reconstruction de Gaza. Donc je pense qu'aussi il y a une dimension financière derrière. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.